tout d'abord, je voudrais quand même dire 2 mots de présentation de l'association qui organise cet événement, donc, qui s'appelle l'Association des Amis du Musée du Judaïsme Marocain. C'est une association marocaine et qui est basée donc à Rabat. Cette association a été créée très très rapidement après le décès de Simon Lévy, qui avait créé le musée du judaïsme marocain. On m'entend bien, ça va? Oui. Donc Simon Lévy qui avait créé le musée du judaïsme marocain après son décès. Un groupe de ses amis s'est réuni et puis a décidé de pérenniser un petit peu son action. Bien entendu, le musée existe toujours à Casablanca. Il est dirigé de main de maître par Jacques Toledano et puis la conservatrice Zor Hayhil. Nous avons estimé qu'il fallait un soutien à ce musée, à ses actions, et donc nous avons créé l'association des Amis du musée du judaïsme marocain. Notre mission, bien entendu, est une mission de pérennisation donc du patrimoine et de mise en valeur du patrimoine judéo-marocain sur le territoire, à l'extérieur du territoire, parce qu'il existe de grosses richesses donc de ce patrimoine à l'extérieur du Maroc. Mais en même temps, nous avons estimé qu'il était absolument nécessaire de mener une action en direction donc de la jeunesse, d'abord marocaine, et donc de multiples actions sont faites en direction de cette jeunesse marocaine, parce que malheureusement, la jeunesse marocaine actuellement n'a pas vécu avec la communauté musulmane et a une ignorance totale donc de l'existence même souvent de cette communauté qui a été pendant des centaines d'années au Maroc et qui a vécu aux côtés donc de la communauté musulmane. Donc des actions en direction donc de cette communauté. Et puis il nous a paru aussi important donc de faire connaître auprès aussi bien donc de la communauté juive que de la communauté musulmane à l'extérieur donc du Maroc, certains traits du Maroc contemporain, du Maroc moderne, dans toutes ses composantes économiques, sociales, culturelles et politiques, bien entendu. Alors aujourd'hui, nous avons décidé donc de développer 3 thèmes qui sont le regard donc sur l'économie marocaine que malheureusement devait faire Siham Ayad, mais qui n'a pas obtenu son visa à la dernière minute. Alors le professeur Sasson dont remplacera un peu au pied levé. L'évolution donc des droits de l'homme au Maroc par M. Abdelrazak El-Hannouchi, qui est donc le chef de cabinet du directeur, du président du Conseil national des droits de l'homme, et puis la scène culturelle marocaine par Amel Abou El Azm. Voilà. Donc, après avoir présenté donc notre association, je voudrais simplement donner la parole dans un premier temps, à notre hôte, Monsieur Debbar, qui va vous dire aussi quelques mots donc de la maison qui nous reçoit aujourd'hui, et puis je le remercie bien entendu pour de nous abriter aujourd'hui dans ce merveilleux centre culturel. Donc je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous présenter brièvement les intervenants et bien entendu les conférences qui vont se dérouler tout de suite après. Monsieur Debbar, si vous voulez bien. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter à toutes les mères joyeuses fêtes. Et si nous sommes ici, c'est grâce à vous. Ça mérite des applaudissements. Hein? Mesdames et messieurs, honorables et distingués assistances, je suis ravi de vous accueillir en cet après-midi qui devrait être printanière au Centre culturel marocain Dar el-Maghreb à Montréal, à l'occasion de la conférence débat Le Maroc en mouvement, organisée par l'Association des Amis du Musée du judaïsme marocain et soutenue par
le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration. Je saisis l'occasion de cette rencontre qu'a le plaisir d'abriter le centre culturel pour féliciter l'Association des Amis du Musée du judaïsme marocain pour les objectifs qui l'animent et qui s'articulent à travers la sauvegarde et la transmission des richesses de notre pays, le Maroc, ainsi qu'à la préservation de l'identité d'origine des nouvelles générations des Marocains du monde. À ce titre, et pour les valeurs et symboles que porte en elle cette association, rappelons l'identité culturelle de notre Maroc, empreint de diversité, d'ouverture, de tolérance et de multiculturalisme. Nous sommes heureux d'accueillir et de participer à cet événement et eu égard au fait qu'il s'inscrit tout à fait dans le positionnement du Centre culturel Dar el-Maghreb, un établissement créé en 2012 par le ministère des Marocains résidant à l'étranger suite aux orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Un établissement ouvert sur toutes les composantes du Maroc, d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi une plateforme d'échange et de rapprochement de toutes les cultures et de toutes les religions. Maroc d'hier, Maroc d'aujourd'hui, à travers cette conférence débat, c'est les deux que nous tenons tous, organisateurs et participants, à souligner. Il s'agit de rappeler à travers l'entité organisatrice de cette rencontre l'affluent hébraïque, reconnu en ces termes même dans le préambule de la Constitution marocaine de 2011, qui marque la société marocaine depuis plus de 2000 ans et fait partie des forces vives de notre pays. Je ne manquerai pas de souligner dans ce contexte que la communauté judéo-marocaine rassemble dans le monde entier plus d'1 million de personnes autour d'une culture et d'une tradition commune. Cette diaspora, se trouvant sur tous les continents, cultive, génération après génération, sa mémoire et affiche avec fierté la richesse de sa marocanité. Plus que ça, à travers le monde, elle ne cesse d'apporter son soutien au développement de leur pays d'origine, le Maroc. Un Maroc, mesdames et messieurs, en marche sur tous les fronts sur lesquels nous aurons l'opportunité de débattre aujourd'hui à travers le regard de notre pléiade de conférenciers choisis soigneusement par l'association organisatrice de cet événement. Place maintenant aux exposés et aux débats. Bienvenue à tous chez vous, ici à Darkoum, votre centre culturel marocain. Je vous souhaite une excellente conférence. Je voudrais d'abord évidemment réitérer nos sincères et très vifs remerciements à Dar el-Maghreb, qui est notre maison bien entendu, mais quand même il convient de rendre à César ce qui appartient à César et de les remercier pour nous accueillir. C'est un partenaire de l'action d'aujourd'hui, qui est la 5e que nous menons par le monde et qui s'appelle le Maroc en mouvement, ou si on veut être à la page, le Maroc en marche. Morocco on the move, parce que c'était un slogan que nous avions adopté lorsque nous avions organisé cette même série de manifestations, de rencontres débats à Londres. Et c'est notre partenaire de Londres, l'association qui nous recevait, qui était partenaire, avait dit, mais pour les Anglais, il faut quand même leur parler en anglais, ce qui est tout à fait juste. Et nous avons dit, Morocco on the move. Parce que, même pour quelqu'un qui observe le Maroc de très près, je suis de cela, je vais à peu près une fois, parfois 2 au Maroc par mois, et très sincèrement, nous voyons constamment des changements dans tous les champs. Et il suffit d'ouvrir la presse locale ou de regarder la télévision et on se rend compte de l'accumulation, mais journalière, de toutes sortes de mouvements, de manifestations, de changements.
changements dans le monde politique, des nouvelles configurations se dessinent. Bien entendu, ceci sur même un moyen terme, c'est-à-dire sur 4 ans, 5 ans. Nous voyons des changements économiques, dont je vais vous parler très rapidement et schématiquement, des changements, bien sûr, sociaux dans la société marocaine, les mouvements qui la traversent, les questions de jeunesse, les questions d'éducation, bien sûr, de formation, la scène culturelle marocaine. Bien sûr, il y a toujours eu au Maroc une tradition culturelle très profonde, très enracinée, qu'elle soit de nature amazighe, hébraïque, musulmane ou arabo-musulmane, mais il y a aujourd'hui, si vous voulez, depuis quelques années, un mouvement qui dessine d'autres formes, que la culture soit entendue dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire finalement la vie de tous les jours, la façon de vivre, la façon de prier, la façon de manger, etc., ou la culture un peu élitiste, comme l'on dit, c'est-à-dire les arts, les inscriptions, les belles-lettres et le théâtre et autres formes de manifestations que le Maroc organise de façon quasi mensuelle. Il y a toujours un festival de quelque chose, il y a toujours un orchestre de quelque chose, ça n'arrête pas. Et je ne dis pas que dans d'autres pays, il n'y a pas des choses analogues. J'ai voyagé de par le monde pendant ma carrière. Bien sûr qu'il y a des pays qui font même mieux que nous et plus que nous, certes. Mais il y a aussi des pays où malheureusement on s'ennuie. Et le temps paraît très long, même si on a des tâches précises, comme par exemple donner un cours ou une conférence. Et parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, ce bouillonnement quasi permanent que nous constatons dans notre pays. Et il est vrai que, et ça je vous le dis en toute franchise, quand on arrive évidemment dans votre pays, qui est un magnifique pays, et qui a accueilli une communauté marocaine importante, qui est là, parce qu'ici évidemment on parle de communauté, parce que la constitution canadienne est ce qu'elle est. Au Maroc, au Maroc aussi on parle de communauté. Mais on a tendance, nous les Marocains, à considérer que ce mot est empreint peut-être d'un certain régionalisme et on a tendance un peu à le gommer. Mais en France, rappelez-vous Mitterrand, la phrase célèbre, « Je hais le mot communauté ». Parce qu'il n'y a pas en France de communauté, il n'y a que des Français. Alors, ils peuvent être de culture juive, ils peuvent être de culture musulmane, ils peuvent être de culture shintoïste ou bouddhiste, je m'en fous. Mais il n'y a qu'un pays qui s'appelle la France, et donc une seule nation, un peuple. C'était à cause de la loi sur la laïcité qui a évidemment, depuis 1905, rebattu les cartes et fait que la France est ce qu'elle est, et que nous avons les débats que nous avons aujourd'hui sur cette laïcité, son importance par rapport au communautarisme, au multiculturalisme, etc. Mais en tout cas, au Maroc, chez nous, il y a cette notion, et cette notion est bien illustrée. Donc, je voulais dire que quand on arrive dans un pays comme celui-ci et qu'on rencontre des Marocains, il y en a quelques-uns par ici, mais on peut en rencontrer bien plus, il y a parfois le sentiment d'un certain décalage, et que ce décalage a tendance parfois à augmenter. C'est-à-dire que si je parle avec quelqu'un qui n'a pas vu le Maroc depuis 2 ou 3 ans, ben, il n'est pas en phase. Il ne sait pas où en est l'économie, il ne sait pas où est le social, il ne sait pas où en est la culture. Et c'est pour ça que dans les rencontres que nous faisons, nous changeons les thèmes, nous les adaptons. C'est évidemment les gens qui vont venir qui nous disent « Écoutez, nous préférons que vous parliez de ceci plutôt de cela ». Et donc, ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est un petit échantillon, mais la fois d'après, à Madrid, à l'automne, nous allons faire une rencontre débat de ce même type, mais on ne va pas répéter les mêmes choses. On va parler de choses qui intéressent les Espagnols, qui intéressent la communauté marocaine, mais nous nous adressons aussi à travers vous, comme messager, à la communauté extérieure, c'est-à-dire aux pays qui vous entourent. Parce qu'il y a dans ce pays, par exemple, au Canada, des gens qui ne sont pas marocains, qui ne sont ni nord-africains, ni juifs, mais qui s'intéressent au pays, qui ont une curiosité pour le Maroc. Ils veulent savoir. Ils veulent savoir, par exemple, pour faire des affaires.
Ils veulent savoir pour que le Maroc leur serve de hub pour aller en Afrique subsaharienne. Ils veulent savoir parce qu'ils sont simplement curieux et que, je me rappelle de l'époque où, jeune homme, quand on disait un Américain Morocco, il disait Monaco. Ils ne savaient même pas sur la carte du monde où était le Maroc. C'est vrai que nous sommes un petit point, nous sommes un petit pays, 36 millions d'habitants. Nous ne sommes pas une grande puissance, bien entendu. Nous n'avons pas la dimension du Canada. Mais c'est clair que cette connaissance est si rapide, ces changements qui s'accumulent et que d'ailleurs les activités de ce centre illustrent très bien. Moi j'ai été absolument impressionné quand le directeur avant-hier nous expliquait ce que faisait le centre. C'est un véritable torrent d'activités incessantes. Elle reflète d'une certaine façon ce qui se passe chez nous. Donc, il est normal que ce serait le contraire qui nous affligerait. S'il ne se passait rien ici, ben, ça veut dire qu'il ne se passe rien au Maroc. Et ce n'est pas vrai, c'est l'inverse qui est bon. Alors maintenant, je veux vous dire que je ne suis pas économiste et que l'absence de Siham nous affecte beaucoup parce qu'elle aurait sans doute fait beaucoup mieux que moi. Mais je vais faire en quelques minutes, en lui demandant pardon de son absence, parce que, vous savez, c'est toujours un éternel problème de visa. Bon, alors évidemment, il y en a qui ont la chance d'avoir un passeport qui n'a pas besoin de visa, mais nous, les Marocains, ben, nous avons besoin d'un visa. Et ça traîne, et il suffit d'un petit accroc, qu'on voit un tampon que vous êtes allé au Yémen, ou je ne sais où, ou en Arabie Saoudite. Alors là, évidemment, on commence à se poser des questions, mais de qui il s'agit, etc. Nous en souffrons. Et nous en souffrons tous, parce que malheureusement, cette époque est une époque très difficile et très compliquée. Donc sur l'économie marocaine, je ne vais vous parler que de choses d'abord qui vont vous paraître évidentes. Le Maroc est une économie ouverte. C'est-à-dire, même si notre monnaie n'est pas convertible, le dirham n'est pas convertible, mais bientôt, les hommes d'affaires et les compagnies vont pouvoir disposer d'un dirham quasi convertible. Ça veut dire que notre économie est suffisamment forte et suffisamment solide sur le plan financier par rapport aux organismes financiers internationaux pour pouvoir faire ce saut-là. On a attendu quand même beaucoup d'années, mais voilà le résultat. Deuxièmement, c'est une économie accueillante. On ouvre les portes. Et même si nous ne sommes pas au meilleur rang des pays avec qui on fait du business facilement, on n'est quand même pas si mal placé. On est peut-être 35e, 40e, 50e. On est dans ces zones-là. Ça veut dire qu'il n'est pas très difficile de créer une entreprise, de trouver un associé, marocain ou non, accueillant pour aussi les capitaux. Et accueillant, et ça c'est nouveau, c'est un phénomène qui s'est déclenché il y a seulement quelques années, c'est-à-dire accueillant par rapport à l'Afrique. Le Maroc, aujourd'hui, constitue une plateforme. C'est-à-dire, on va se mettre au Maroc pour sauter sur quelque part. Et si ce quelque part, ça ne marche pas, on peut toujours revenir au Maroc. Et c'est ça l'avantage. C'est-à-dire que nous avons affaire à l'Afrique subsaharienne, qu'elle soit anglophone ou francophone, mais nous avons affaire à des pays où il peut y avoir des catastrophes, et rapidement. Une révolution sociale, une mauvaise élection, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, aussitôt, évidemment, ceux qui investissent prennent peur, c'est normal. Les investisseurs aiment toujours, au contraire, la stabilité politique, la tranquillité. Eh bien, ils s'empressent, évidemment, de s'en aller et on ramène les capitaux plus ou moins bien. Eh bien, le Maroc joue ce rôle de hub. Pour des pays, par exemple, à qui nous ne pouvons vendre rien. Les Brésiliens. Qu'est-ce que vous voulez vendre au Brésil? Bon, on peut vendre un peu de tapis, ou quelques boîtes de thon, mais c'est insignifiant. Mais les Brésiliens s'intéressent au Maroc, et même certains États brésiliens, ce n'est pas tout le Brésil, qui viennent au Maroc, qui viennent nous parler, et qui viennent nous demander quelle facilité nous pourrions leur faire pour pouvoir aller voir la Côte d'Ivoire, aller voir la Guinée, aller voir... Et surtout que ce sont des pays de mines. Et ils vont vers les mines d'or, vers les mines de la République démocratique du Congo, etc. Et nous sommes aussi un pays minier, mais à une petite échelle. Donc on peut imaginer, par exemple, c'est une
compagnie marocaine qui s'appelle Managen, qui gère la plus grosse mine d'or du Gabon et qui est une des plus grosses d'Afrique. Donc vous voyez comment aussi le Maroc peut se projeter dans l'Afrique qui est notre arrière-cour. Et vous voyez donc, ceux qui voient la carte du Maroc, comment les provinces sahariennes jouent ce rôle d'articulation entre le Maroc du nord et évidemment le sud. Et vous vous rappelez la métaphore de Hassan II, le Maroc est un arbre dont les feuilles bruissent au vent de l'Europe et dont les racines plongent profondément dans les sols africains. Et effectivement, la géographie est là, même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. En regardant simplement une carte, il comprend parfaitement comment ce Maroc va pouvoir jouer ce rôle d'articulation. Donc cette économie marocaine est de plus en plus guidée par ce souci d'aller dans cette arrière-cour africaine. On ne peut plus se contenter de regarder au nord. À mon avis, et les économistes sont assez d'accord avec cette vision, notre futur n'est pas en Europe. Bien sûr que nous avons une Union européenne, bien sûr que nous avons un accord d'État avancé, bien sûr que nous avons signé énormément d'accords de coopération de toutes sortes, et ça aussi c'est un trait. Nous sommes un pays de coopération. Nous sommes un pays qui coopère et qui, sur le plan international, pratiquement n'est fâché avec personne. Nous sommes fâchés avec personne. Donc nous accueillons tout le monde. Et cependant, cette relation à l'Afrique a été développée de façon considérable par notre souverain actuel, évidemment dans la suite de ce que son père Hassan II avait vu, avait imaginé, mais de façon beaucoup plus considérable, beaucoup plus amplifiée. Je ne connais pas, disons, de chef d'État qui ait autant voyagé en Afrique. Il visite tous les pays, les uns après les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'après nous être fâchés avec l'Union africaine, nous voilà de nouveau réacceptés dans l'Union africaine. Nous avions rompu nos relations diplomatiques avec Cuba, et bien nous voilà de nouveau, nos relations diplomatiques avec Cuba sont établies. Cuba qui était notre gros fournisseur de sucre, au temps où Cuba produisait 7 millions de tonnes de sucre, ce n'est plus le cas. Quand je me rappelle, c'est émouvant parce que quand j'avais eu le plaisir de recevoir le doctorat honoris causa de l'université de La Havane, nous n'avions pas de relations diplomatiques et les Cubains s'étaient débrouillés pour qu'il y ait l'hymne marocain et pour qu'il y ait un drapeau marocain. Où ils les ont trouvés, je n'en sais rien, mais ils les ont trouvés. Ce qui veut dire que ces relations qui sont aujourd'hui renouées, ces liens que nous tissons à nouveau, ont bien entendu un intérêt politique, c'est évident. Mais autrement dit, l'isolement où on essaye de nous enfermer, où on a essayé, est rompu. On est maintenant dans le coup. Et c'est sage de la part de notre souverain de penser, et nous pensons derrière lui la même chose, c'est qu'on combat mieux ses ennemis quand on est de l'intérieur que quand on est à l'extérieur. Et c'est le cas, par exemple, du problème du Sahara. Autre caractère important de cette économie qui a été marqué, évidemment, par le souverain actuel, par sa vision d'avenir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des chantiers de règne, des chantiers qui vont durer 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc nous avons une vision jusqu'à 2030, parfois même jusqu'à 2050. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, il y a un plan de développement des énergies renouvelables parce que le Maroc n'a pas de pétrole. Alors là, vous êtes obligés, même si vous n'avez pas envie de faire du renouvelable, de le faire. Eh bien, notre cas, c'est que nous l'avons fait avant les autres. Et nous avons pensé qu'il fallait s'y mettre très tôt. Nous avons maintenant une centrale d'énergie solaire qui fonctionne à Ouarzazate, qui est une des plus grandes d'Afrique et même une des meilleures du monde. Nous avons un parc éolien sur la côte atlantique, sur la côte méditerranéenne. Et tout ça fait que, je vous dis ça rapidement et schématiquement, en 2020, 42% de l'électricité marocaine sera d'origine renouvelable. 42%. Et en 2030, le roi a demandé qu'on pousse davantage à 52%. La moitié de notre énergie électrique viendra du renouvelable. Ça, c'est un plan de développement et qui
comporte évidemment des montages économiques compliqués avec des questions de capitaux, des capitaux de diverses origines, marocains, non marocains, au point qu'il faut vraiment des spécialistes dans ce domaine. La Banque mondiale, par exemple, nous a aidés en nous donnant des experts qui ont fait ces montages compliqués. Et maintenant, vous avez un plan qui se déroule. Et ce n'est pas de la parlotte, c'est visible sur le terrain. Vous les visiter. Et ce qui est réconfortant pour nous, c'est que ce sont des ingénieurs marocains qui dirigent ces installations. Ce n'est pas des étrangers. Même si les capitaux viennent d'Espagne, ou viennent d'Allemagne, ou viennent d'ailleurs, ce sont des ingénieurs marocains qui sont à la tête. Un autre projet que vous connaissez, ne serait-ce que par le nom de la ville, c'est Tanger. Tanger est devenu aujourd'hui le 2e ou le 3e port méditerranéen de conteneurs, c'est-à-dire un endroit où des conteneurs se déposent et vont vers l'Atlantique ou vont vers la Méditerranée. Je dis ça schématiquement. Et le projet s'appelle Tanger Med. Mais Tanger Med a déjà eu plusieurs étapes. Ce n'est pas quelque chose, disons, qui est figé. C'est en train de se dérouler. Et nous allons maintenant passer à Nador, qui est la ville portuaire, disons, à 150 km, parce qu'on a construit une autoroute depuis Tanger qui va jusqu'à Oujda, c'est-à-dire à la frontière algérienne pratiquement. Eh bien, à Nador, il y a un projet qui s'installe, qui va être Nador, port portuaire, avec disons, la même tendance que Tanger, mais évidemment orienté différemment sur le plan industriel. Parce qu'à Tanger Med, il n'y a pas seulement les bateaux et les conteneurs, il y a une usine. C'est une usine de Nissan Renault, et qui est un fleuron de ces deux compagnies, et qui va produire 600 000 voitures par an. Donc, pour exporter, bien entendu la plupart, mais aussi certaines restant au Maroc, ce sont des voitures de prix modeste. Et vous savez qu'aujourd'hui, comme ici, le crédit est à 0, et donc tous les Marocains qui ont un petit peu d'argent, ils achètent une voiture. Ce qui nous cause des encombrements terribles dans les villes, ce qui nous fait un peu de pollution, mais nous sommes très peu pollueurs parce que nous ne sommes pas un pays pétrolier. Et donc, par conséquent, sur la carte ou sur l'échelle des pays pollueurs, le Maroc apparaît vraiment comme un nain. Et comme notre énergie future va être fondée sur le renouvelable, parce que ce qui est déjà dans la tête des dirigeants de ces entités, c'est déjà l'hydrogène. On est en train de penser à la nouvelle génération énergétique, de la vraie transition énergétique, c'est-à-dire de passer à l'hydrogène et d'avoir donc la possibilité d'avoir de l'électricité et par l'hydrogène, et en même temps un carburant, parce que vous pouvez faire circuler les voitures. Alors que pour l'instant, l'énergie que nous produisons électrique, c'est pour alimenter les villes, les villages et les consommateurs. Et il y a une très belle structure qui a été faite. Il y a une agence marocaine des énergies renouvelables qui s'appelle Mazen. Il y a l'Office national de l'électricité, toujours que vous avez connu, c'est les anciens, mais qui s'appelle ONE et qui distribue et l'eau potable et l'électricité. Et vous avez un institut de recherche sur les énergies renouvelables qui s'intéresse à la recherche, à l'amélioration technologique, avec des coopérations avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Espagne, etc., qui est dirigé par un garçon qui a été formé en Allemagne, remarquable, et qui, donc, complète cette armature de manière à avoir l'efficacité maximale. Et à cela, il faut ajouter l'association marocaine ou la société marocaine d'économie de l'énergie. Parce que beaucoup d'énergie est gaspillée. Par exemple, l'isolement, par exemple, l'isolement des immeubles, par exemple, dans la construction, etc. Donc, cette agence est chargée, pendant tout ce développement, pendant tout ce chantier, de veiller à des économies d'énergie, puisque, comme vous le savez, je ne sais pas si c'est le président Bush qui le disait, la plus grande source d'énergie, elle est dans l'économie de l'énergie. Si on économise ce qu'on peut économiser de ce qu'on perd, on peut pratiquement avoir un nouveau programme d'énergétique national.
Un troisième chantier dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle le programme émergence. Émergence. Parce que vous savez que ce terme est assez à la mode et tous les pays ont un programme émergent, le Gabon en a un, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent arriver à un moment donné où ils vont avoir un revenu par tête d'habitant qui leur fait franchir cette barre et de passer dans la catégorie des pays dits émergents, n'est-ce pas, et non plus pays à revenus faibles. C'est un progrès, on ne va pas avoir le GDP par habitant du Canada, bien entendu, ni de la France. Mais si déjà nous avons, par exemple, un GDP à 4 000 $, 5 000 $, 6 000 $ par tête, c'est déjà pas mal, en moyenne. Donc, ce programme émergent a indiqué ce qu'on appelle les atouts, les métiers du Maroc pour l'avenir. Et je vais vous parler simplement de 2 ou 3 d'entre eux. Par exemple, l'automobile, je vous en ai parlé. L'automobile, ce n'est pas seulement Renault, Nissan à Tanger, c'est maintenant Peugeot qui s'installe à Kénitra. Kénitra qui est à 25 km de Rabat et qui est à peu près à une centaine de kilomètres de Tanger, au moins. Donc, on va avoir un pôle de développement de Peugeot qui va s'installer et qui va lui aussi créer énormément d'emplois. Parce que ce qui nous préoccupe, nous, aux Marocains, c'est les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il faut tous les ans créer des milliers et des milliers d'emplois. Or, ces compagnies ont pour mission non seulement de faire de l'argent et de gagner, mais de créer des emplois. Et d'avoir jusqu'à leur propre institut de création de formation. C'est pour ça que nous avons un système éducatif assez compliqué, mais ce sont des instituts privés de ces compagnies, mais dont les diplômes sont habilités et sont reconnus par le système public d'éducation. Et il s'agit de dizaines de milliers d'emplois, il ne s'agit pas de bricoles. Donc nous avons des choses qui sont en train vraiment... je ne dis pas qu'ils satisfont à toute la demande, car nous avons malheureusement un chômage qui est de l'ordre de 10 à 15% parmi la jeunesse, et nous avons des chômeurs diplômés, c'est-à-dire des gens qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc c'est une chose de très sérieux. Mais quand même là, il y a un espoir. Parce que autour de ces gens, autour de ces compagnies qui s'installent ce qu'on appelle des équipementiers, c'est-à-dire des gens qui vont fournir des services à ces compagnies de toute nature et qui eux aussi créent des emplois. À côté de la voiture, de l'automobile, il y a ce qu'on appelle, peut-être un mot un peu fort, l'aéronautique. L'aéronautique, je vous dis tout de suite, on ne fabrique pas d'avions au Maroc, hein, ça c'est clair et net. Ceux qui vous le diront sont des menteurs. Ce qu'on fabrique au Maroc, ce sont des pièces, ce sont des composants qui servent dans la fabrication des avions. Donc on est, si vous voulez, un sous-traitant. Nous sommes un sous-traitant et on sous-traite chez nous pour une raison très simple, qu'a dit M. Carlos Ghosn quand on lui a dit « Mais pourquoi vous créez une usine de Renault au Maroc? Il y a du chômage en France. Vous devrez créer votre usine en France. » Ben, il a dit « Je la crée au Maroc parce que c'est moins cher. » Et puis, évidemment, il y a des raisons stratégiques. Mais pourquoi? Le Maroc est stable politiquement. On peut être sûr que cette usine va durer. On peut être sûr qu'on peut faire des plans d'action. Et quand si vous la montiez en République démocratique du Congo, je ne sais pas ce qui se passerait. Et la situation ne serait pas la même. Ce n'est pas pour offenser la RDC, mais c'est un fait. Donc, l'aéronautique, ça veut dire une multitude de sociétés qui se sont créées. Il y a le groupe Safran, il y a bien entendu votre groupe phare qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, Bombardier. Il y a bien entendu les Brésiliens qui se rapprochent. Pourquoi tout ça? Bien sûr parce que le Maroc fait ce qu'il a à faire, les entrepreneurs, les maîtres d'industrie, les leaders politiques, bien entendu. Mais il y a aussi l'attrait de ces investisseurs pour la stabilité politique. Les investisseurs ont horreur de l'incertitude, ont horreur, n'est-ce pas, du mouvement.
Et donc, ce qu'ils veulent, c'est un pays calme, c'est un pays où on respecte la loi, c'est un pays où quand on a un procès, il est bien juré. C'est pour ça que notre justice fait un gros effort d'amélioration des délits, des procès, etc., parce que c'est très important. Un industriel qui n'est pas content, qui veut s'en aller, ben, il a le droit, il faut donc lui régler son affaire rapidement et non pas sur 10 ans, 15 ans. Tout cela va ensemble. Et ce sont là des facteurs qui attirent, non pas qui renvoient, mais qui attirent. Alors, je vous ai donné simplement quelques exemples pour que vous voyez. Alors, comme ça, il y a plusieurs plans. Il y a donc le plan d'énergie, il y a le plan de transition énergétique, il y a le plan de ce qu'on appelle le secteur émergent, le programme émergent, il y a le programme d'industrialisation, il y a le programme d'infrastructure. Le Maroc, quand il est devenu indépendant, il avait déjà un bon route. Il avait déjà un bon réseau routier. Les Français nous ont laissé un bon laisser routier. Mais sur le plan ferré, il y avait très peu de choses. Il y avait juste les voies ferrées qui amenaient le minerai de Kouribga à Safi pour l'exportation, bon, ce qu'on appelait avant Port-Gentil, puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, notre réseau ferré est en train de se développer considérablement. Il n'y a pas que le train Casablanca-Rabat. Il va y avoir, à la fin de l'année, le TGV Tanger-Casablanca à 2 étages pour transporter évidemment plus de monde. Et c'est évidemment un investissement que la France a signé, dont la France évidemment porte une grande partie de la charge financière, mais où le Maroc aussi, le capital marocain, joue son rôle. Alors, la multiplicité de routes que nous avons au Maroc, maintenant nous avons des autoroutes de partout, ça se construit tous les ans des milliers de kilomètres. Nous allons maintenant de Rabat à Agadir en 6h30. En 6h30. Ce qui veut dire que nous pouvons concurrencer l'avion. Parce qu'on peut aller de Casablanca à Agadir. Le réseau aussi de l'aviation domestique s'est beaucoup développé. On va de Rabat à Oujda, de Rabat à Ben Grir, de Rabat à Marrakech, là où vous voulez. Ça aussi, c'est très important pour les investisseurs parce que ça leur donne la possibilité de se mouvoir, d'aller d'un endroit à l'autre et de ne pas être figé à un endroit donné. Donc, Siham me pardonnera, mais j'ai essayé, si vous voulez, de façon grossière, schématique, de vous envoyer un certain nombre d'idées pour vous démontrer que l'économie marocaine est en mouvement. L'économie marocaine se développe dans toutes les directions, avec évidemment des spécificités, avec évidemment des améliorations sur le plan de la justice, sur le plan de la façon de faire les affaires, sur le plan de façon de régler les contentieux, sur le plan de façon de recevoir les capitaux, etc., etc. Tout ça va ensemble. Et croyez-moi, les entrepreneurs mettent la pression sur le gouvernement pour que leurs intérêts soient pris en compte et qu'on réforme ce qu'il y a à réformer. Donc c'est un long mouvement. C'est donc dans une vision, ça n'est pas quelque chose qui se fait au jour le jour, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la longue durée pour que, disons, pour les 20 ans qui viennent, ces choses-là soient comprises et ressenties par les Marocains. Parce que quelquefois, les Marocains ne voient pas. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est Tanger? Non, il faut leur dire que ceci est la suite de cela, que cela va être suivi par cela. Et ainsi, ils comprendront, si vous voulez, la démarche qu'il faut évidemment vulgariser, qu'il faut expliquer. Je suis en train de le faire aujourd'hui devant vous, mais d'autres le font ailleurs, ici ou là, pour précisément attirer les investisseurs, attirer ceux qui pourront apporter au Maroc la solution de son problème fondamental, à savoir l'emploi et l'emploi des jeunes. Ça, c'est notre obsession, en même temps, c'est ce qui nous fait mal. Donc maintenant, je vais simplement céder la parole à un bon ami, Abdelrazak El-Hannouchi, du Conseil des droits de l'homme, un conseil où j'ai passé 21 ans, il s'appelait à l'époque Conseil consultatif des droits de l'homme. Merci, cher ami. D'abord,
je remercie beaucoup les amis de l'association des amis du musée du judaïsme marocain, et je remercie aussi Dar al-Maghrib de m'inviter, et encore une fois à Montréal pour éventuellement partager avec vous ma réflexion sur le thème de ce Maroc en mouvement, ce Maroc en marche, sur la dimension de l'évolution des droits de l'homme au Maroc. J'ai beaucoup aussi apprécié l'intervention de notre ami et notre maître, Albert, et je crois aussi que ma contribution modeste va peut-être aussi compléter et renforcer sa grille de lecture sur les aspects économiques qu'a connu le Maroc et son évolution. Donc dans la même option, je dirais que parler de l'évolution du droit de l'homme au Maroc, de la personne, comme vous dites ici, au Maroc, nécessite quand même une distinction entre deux phases, si vous voulez, pour schématiser. Donc une phase, je dirais, douloureuse, qu'a connue le Maroc auparavant, surtout après son indépendance, et puis une phase importante qui constitue une vraie rupture entre ce passé et toute l'évolution qu'a suivi. Je fais allusion à l'expérience marocaine de justice transitionnelle, à travers l'expérience de l'instance équité et réconciliation qui a été mise en place par le souverain et qui a travaillé pendant 2 années, entre 2004 et 2006, sur 4 aspects essentiels. Le premier aspect, c'est porter certaines réponses sur le passé des violations graves des droits de l'homme au Maroc depuis l'indépendance jusqu'à 1999, l'année de l'intronisation de souverain. Donc 4 décennies qui ont été l'objet d'un examen donc, de ce comité. Donc l'objectif, donc, rétablir la vérité ou les vérités sur ce passé douloureux. Le deuxième aspect, c'est établir la responsabilité de l'État marocain sur ces violations, indemniser les victimes, ce qu'on appelle la réparation individuelle, puis prendre en charge aussi ce qu'on appelle, dans ce cadre-là, le travail accompli par cette instance, donc de préserver la mémoire des victimes et aussi proposer des réformes structurelles, des réformes constitutionnelles, des réformes institutionnelles pour, en quelque termes, réaliser cette rupture entre ces pratiques qui touchaient les droits fondamentaux des personnes dans notre pays. Donc ces réformes donc, ont été préconisées, ces recommandations ont été préconisées dans un rapport qui fait à peu près 650 pages et qui a essayé de porter certaines réponses aux 4 aspects que j'ai évoqués. Donc et si vous permettez, je pourrais éventuellement donner quelques chiffres pour illustrer ce qui a été fait. Donc cette instance d'équité et réconciliation donc, a indemnisé, donc, a reconnu donc, la responsabilité de l'État. Il a indemnisé à peu près 27 000 victimes ayant droit qui ont souffert de ces violations graves des droits de l'homme à l'époque. Et donc il a aussi, avec l'aide de l'Union européenne, engagé beaucoup de projets de développement local qui sont au nombre de 150 projets, avec une enveloppe de 150 millions d'euros. Et puis, pour l'enveloppe d'indemnisation des 27 000 victimes ayant droit, c'est une enveloppe de 2 milliards de dirhams marocains. Et puis, éventuellement, sur les aspects de réforme,
Donc, c'était un peu l'essentiel de ce qu'a été pris en considération durant la réforme qu'a connue la Constitution marocaine en 2011. Donc, 2011, c'est une étape importante aussi dans l'évolution des droits de la personne dans notre pays, étant donné que la Constitution a pris en considération l'ensemble, ou presque l'ensemble, des recommandations qui ont été préconisées par l'instance équité et réconciliation. Je m'arrêterai là pour éventuellement mettre la lumière sur les réformes qui touchent aux questions de la promotion et de la protection des droits de la personne, notamment le corpus de la Constitution, il est à peu près à 186 articles, et sur les 186 articles, il y a quand même un tiers des articles qui sont dédiés de façon directe à la protection et la promotion des droits de la personne. La deuxième chose, c'est que parmi les choses qui étaient un peu l'objet de critiques, c'est le fonctionnement de la justice qu'a évoqué Albert. Et pour l'instant, donc, au moment où je vous parle, nous disposons d'un Conseil supérieur de pouvoir judiciaire totalement indépendant de l'exécutif et qui fait, avec la nouvelle loi, instaure pour la première fois un vrai pouvoir judiciaire indépendant. Donc c'est une parmi les choses qui ont été recommandées par l'instance équité et réconciliation. Puis la refonte aussi de la nature de l'État à travers l'instauration de la régionalisation. Donc nous avons aussi une étape qui a été franchie par l'élection et des présidents et membres des régions par le suffrage universel, une chose qui n'existait pas auparavant. Donc avec un transfert de certains pouvoirs du central au régional. Donc nous avons aussi une nouveauté importante dans la Constitution et qui renforce les questions de droit de la personne. On a, comme vous le savez, le 2011, c'est une année qui était marquée par ce qu'on appelait dans les médias donc le printemps arabe, donc une expression de revendication surtout de la jeunesse. Et le Maroc a pris en considération ces revendications en mettant en pratique ce qu'on appelle la démocratie participative. La démocratie participative, c'est donc il y a bien sûr la démocratie classique, donc, qui est une démocratie que vous connaissez à travers les élections, mais aussi la démocratie participative permet donc un espace de participation et d'expression à travers d'autres outils qui ne sont pas dans la démocratie représentative. Et pour ça, donc, on a instauré des institutions à caractère consultatif, comme le Conseil consultatif de la jeunesse et la vie associative, comme le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, le Conseil aussi qui va avoir lieu sur l'autorité de la parité et l'égalité hommes-femmes, et éventuellement le médiateur du royaume et le Conseil national des droits de l'homme. Donc toutes ces instances constitutionnelles permettent une certaine, je dirais, participation des citoyens et des citoyennes qui ne se retrouvent pas forcément dans les instances électives. Nous avons aussi instauré deux mécanismes importants sur notre Constitution. Il y a la possibilité donc de contribuer à légiférer à travers un mécanisme donc de ce qu'on appelle l'initiative législative, donc avec certaines conditions qu'on peut éventuellement proposer des lois ou amender des lois ou éventuellement changer certaines dispositions de loi existantes à travers cette possibilité qui s'offre aux citoyens et citoyennes. Puis, il y a la deuxième modalité, c'est les pétitions populaires qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une mobilisation dans la société
pour éventuellement infléchir sur les décisions de la politique publique, soit au niveau local, régional, mais aussi national. Bien sûr, avec certaines conditions au niveau d'un minimum de signatures, etc. Je pourrais y revenir dans la discussion si vous voulez. Le second, plutôt le troisième réforme institutionnelle, c'est l'extension des pouvoirs donc de ce qu'on appelle actuellement la Cour constitutionnelle. Auparavant, c'est une cour qui avait une spécialité sur les litiges au niveau des législations nationales, législatives. Maintenant, il a un autre pouvoir, c'est la conformité, bien sûr, des lois avec la Constitution. Et en troisième compétence nouvelle, c'est permettre aux justiciables donc, de faire valoir le droit de contester des lois applicables pendant un procès. Donc c'est une nouveauté aussi parmi les choses qui ont été préconisées par cette nouvelle Constitution. Bien sûr, il y a toujours ce débat au Maroc et ailleurs sur cette, je dirais, cet écart parfois entre les normes, soit des normes nationaux, constitutionnelles, juridiques, mais aussi des normes internationaux, et les pratiques. Donc, il y a toujours ce débat. Est-ce qu'on a réglé tous les problèmes à travers l'instauration d'une constitution qui est conforme aux standards internationaux en matière de démocratie, en matière de respect des droits et des libertés? Est-ce que tous les problèmes sont réglés? Bien sûr, ça serait un grand mensonge de dire que tous les problèmes des questions de droits des personnes ont été réglés, mais en même temps, on est dans un esprit, comme ça a été dit, d'évolution. Donc, et cette évolution prend des rythmes très nuancés. Parfois, il y a un coup d'accélérateur dans ces réformes, et on le voit, le sent à travers les données dont on dispose, dont je vais partager avec vous quelques chiffres parlants. Nous sommes actuellement au Maroc avec une société civile très dynamique. Quand je parle de société civile, je parle essentiellement de la composante associative, parce que dans la société civile, dans la définition anglo-saxonne, ça s'élargit sur plusieurs acteurs, mais sur l'associatif, on est actuellement au Maroc à 130 000 associations qui opèrent, bien sûr, avec différents, je dirais, générations d'associations, avec une multitude de sujets sur lesquels elles travaillent, ces associations. Et sur l'année écoulée, 2016, on a comptabilisé une moyenne journalier de à peu près 4000 activités associatives par jour. Donc, ce qui donne une idée sur cette effervescence et ce besoin aussi d'expression dans notre population. En termes, par exemple, de droit de manifestation pacifique, il y a un chiffre qui date de l'année 2016, on a recensé quand même un chiffre important qui avoisine les 14 000 manifestations dans une seule année écoulée, 2016. Donc, ça donne une idée aussi de cette demande de la population de s'exprimer, mais ça donne aussi une idée qu'une banalisation aussi de la protestation. Une protestation devient une chose courante et qui ne suscite aucun dérapage, qui est une très bonne chose. Ça se passe dans des conditions saines et pacifiques. Le troisième volet que je voulais développer devant vous aussi, c'est
au Maroc, nous sommes en train d'instaurer ce qu'on appelle un système national intégré de protection de droits et de libertés, notamment dont le Conseil national des droits de l'homme joue un rôle moteur, mais il y a d'autres aussi composantes de ce système national. Il y a le médiateur. Le médiateur aussi, c'est une instance qui se charge donc d'apporter des réponses aux différents problèmes, aux différents litiges entre les citoyens et l'administration publique, spécifiquement ça. L'installation de l'autorité pour la parité et l'égalité hommes-femmes, qui doit se faire normalement après le vote du Parlement de la loi de cette instance qui va voir le jour incessamment. Et puis, éventuellement, l'autre instance, la quatrième instance, c'est le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger. Ces 4 piliers font ce qu'on appelle le système national de protection, de promotion des droits et des libertés. Pour ce qui est des CNDH, donc, comme a dit notre ami Albert Sasson, c'est une instance qui a vu le jour déjà en 1990 sous l'appellation de Conseil consultatif de droits de l'homme, et puis on évolue vers une institution à partir de 2011 qui s'appelle le Conseil national des droits de l'homme. C'est une institution qui est d'abord autonome vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est une institution qui est un mécanisme de recours pour les citoyens. Nous traitons, pour vous donner une idée, 9000 plaintes par an qui nous parviennent de citoyens. Nous sommes présents dans tout le territoire marocain. Nous disposons de 13 antennes régionales sur le Maroc. Nous sommes aussi une institution, comme a dit Albert, très jalouse de cette autonomie à travers ce qu'il produit comme avis, comme études, comme mémorandum. Donc c'est pour ça que nous avons parfois été attaqués non seulement par les contestataires, notamment quand nous avons publié un rapport sur l'état d'illégalité en femmes, et sur lequel on a tracé un tableau assez critique sur l'état de l'égalité hommes-femmes dans notre pays, parce que nous avons établi un peu cette étude sur une décennie, 2004 jusqu'à 2014, et on a soulevé toutes les carences qui persistent jusqu'à nos jours, et la question aussi de l'inégalité hommes-femmes qui persiste aussi, non seulement dans certaines dispositions de la loi, mais aussi dans la pratique et dans la culture de notre pays. Et éventuellement, nous travaillons activement aussi dans les prisons, parce qu'on a tendance parfois à oublier que les prisonniers ont des droits, et notre pays, puisqu'il est ouvert à l'international et qu'il a ratifié pas mal de conventions internationales, ça lui donne des responsabilités. Il doit honorer ses responsabilités à travers ce qu'on appelle, dans le jargon des spécialistes, normaliser un peu son arsenal juridique en tenant compte de ses engagements internationaux. Donc les prisons sont aussi un lieu où le CNDH opère. Nous avons publié un rapport sur la situation des prisonniers au Maroc, et je vous dis aussi que c'est un rapport qui a suscité beaucoup d'intérêt, étant donné qu'il a mis l'accent sur les dysfonctionnements de pas mal d'établissements pénitentiaires, notamment la question de la surpopulation. Je vous donne un chiffre. Nous avons à peu près 75 établissements pénitentiaires, et avec une capacité d'accueil de 32 000, mais dans la réalité, nous sommes à 76 000 prisonniers, dont ONT, 42% dans détention provisoire. Et
vous imaginez donc la surpopulation des prisons, qu'est-ce que ça engendre comme problématique au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, au niveau de l'encadrement, au niveau de l'insuffisance des moyens et des ressources et qui crée bien sûr tous les problèmes que nous connaissons tous. Donc nous sommes aussi préoccupés. J'ai parlé de la question de la l'égalité, la question des prisons, aussi par la situation des enfants. Donc c'est aussi une de nos préoccupations. Et bientôt, lors de l'adoption de la nouvelle loi du CNDH qui va se faire durant cette session parlementaire, nous allons abriter un mécanisme spécifique donc qui prend en charge les plaintes émanant des enfants qui sont victimes de violations, différentes violations. Et nous allons aussi abriter un deuxième mécanisme sur le droit des personnes en situation de handicap. Nous avons une population de personnes en situation de handicap assez importante, d'après les derniers recensements de la population au Maroc. Nous sommes à peu près à, si je ne me trompe pas, à 8,5% de la population qui est touchée par un des aspects de l'handicap. Et puis le troisième mécanisme qui est aussi important, et c'est un mécanisme national de la prévention de la torture. Le Maroc est très critiqué, et notre ami Albert c'est beaucoup sur toute la polémique autour des rapports internationaux sur le Maroc, sur la question de la lutte contre la torture. Donc pour mettre fin à toute cette polémique, le Maroc va se doter d'un mécanisme national de la prévention de la torture et qui va être assuré par la nouvelle composition du Conseil national des droits de l'homme. Je termine pour dire que comme a dit un responsable, dire que le Maroc est un paradis de droits de l'homme, ça serait un mensonge. Mais dire le contraire, c'est aussi un mensonge. Donc le Maroc évolue, le Maroc est déjà sur le bon chemin, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers le travail qui a été accompli par l'instance équité et réconciliation, donc d'une façon libre et souveraine, a décidé donc de lire les pages sombres de son histoire et apporter des réponses sur comment remédier à ce passé et faire une rupture, mais dans le sens d'aller vers l'instauration et la consolidation des droits des personnes. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Amel Aboulazm, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs pour cette initiative, donc Dark Maghreb, mais surtout le musée des amis du judaïsme, les amis du musée du judaïsme marocain pour cette invitation. Alors, la scène culturelle marocaine actuelle, entre création et défi, je vais vous en parler de par mon expérience. Donc, j'habite au Québec depuis 6 ans maintenant. Et avant d'arriver ici, j'ai été active au Maroc dans le domaine culturel. J'étais manager d'un groupe de musique, le groupe de musique Darga. J'ai collaboré avec la compagnie d'Abba Théâtre et j'étais aussi directrice de la Fondation des Arts Vivants à Casablanca. Depuis que je suis ici, je travaille dans le domaine communautaire famille et je continue d'être impliquée sur des projets culturels, avec entre autres la Maison de l'Afrique Montréal. Et parallèlement à ça, j'ai aussi publié des articles sur la scène culturelle au Maroc. Et j'ai participé à une étude de l'UNESCO sur le diagnostic de l'économie du patrimoine culturel marocain. Donc en fait, ma présentation aujourd'hui va être un peu le reflet de ça, c'est-à-dire le fait d'être dans cette posture de recherche-action, d'être à la fois impliqué sur le terrain et d'être en contact avec les acteurs culturels, les artistes qui participent au dynamisme culturel, mais aussi du fait que je suis aussi en réflexion et en questionnement par rapport à cette dynamique culturelle, et donc de réfléchir aussi à comprendre où on en est aujourd'hui et d'où on vient. Alors, mon intention aujourd'hui est de vous présenter différents exemples qui permettent de dire que, oui, la scène culturelle marocaine est en mouvement, qu'il se passe des choses, et ce, à différents niveaux.
de mettre des mots, des images. J'ai préparé des vidéos, mais aussi des images pour pouvoir illustrer cette dynamique, mais aussi de mettre le doigt sur les difficultés qui sont souvent d'ordre structurel et de les mettre aussi dans une perspective historique pour mieux les comprendre. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire une description exhaustive de tout ce qui se passe au Maroc, qui serait d'ailleurs un défi à relever en 15 minutes, voire 30 minutes ou plus, mais plutôt d'en partager avec vous les grandes idées. Alors, si on suit un peu l'actualité du Maroc depuis une bonne quinzaine d'années, voire un peu plus, on n'a pas pu ne pas entendre parler de bouillonnement, de vitalité, d'essor et de renouveau culturel. Alors quand on parle de dynamique culturelle au Maroc, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête, des images de festivals, Festival Mawazine, Festival Boulevard, Timitar, le Festival Gnawa à Souira, le Festival de Fès Musique Sacrée, aussi des noms de groupes pour ceux qui suivent aussi la scène un peu plus actuelle urbaine, donc on a Oba Spirit, Darga, Eshkein, Big des noms de réalisateurs, de designers, etc. Mais on va dire que ces derniers temps, quand même, toute cette euphorie a laissé la place aussi à un questionnement sur la durabilité de cette dynamique. Alors, aujourd'hui, pour illustrer cette dynamique culturelle au Maroc, j'ai pas voulu revenir sur ce qui est régulièrement traité dans les médias, mais j'ai souhaité vous présenter 2 exemples qui sont des initiatives indépendantes et alternatives, qui sont peut-être moins connus, mais qui ont le mérite de participer aujourd'hui, en 2007, à leur manière, à une certaine structuration de l'espace culturel. C'est des 2 initiatives qui ont été créées entre 2012 et 2013. Alors, pour commencer, je vous présente l'espace culturel multidisciplinaire L'Usine, qui est situé à Insbeh, à Casablanca, qui est un espace culturel de 3000 m², donc sur 4 étages et aussi un sous-sol. Et donc on a 5 étages qui sont vraiment entièrement consacrés à la création. Et c'est un lieu qui a été ouvert au public depuis 2014. Il permet, par ses activités, de décloisonner le quartier, d'être ouvert sur le public de Insbeh, mais aussi sur les quartiers avoisinants, Hay Mohammedi, Sidi Bernoussi et Roche-Noire, mais de recevoir aussi la visite de tout le public casablancais, mais aussi celui de Rabat, de Mohammedia, de Stat, etc., et qui reçoit aussi des artistes et des acteurs culturels de l'international. Alors, c'est une initiative de la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, qui est une association qui a été créée en 2013 et qui a pour objectif de favoriser la vie culturelle et la diffusion de la création artistique, d'encourager les contacts entre les artistes et les publics et de promouvoir la diversité des formes d'expression culturelle. Alors, on retrouve souvent cette phrase sur leur site, sur leur dépliant de présentation, et aussi si vous allez sur la page Facebook, et donc qui définit à mon sens vraiment l'esprit de cette fondation. Parce que la culture cimente la vie collective et que la vie collective ne peut se construire que dans le partage, on ne peut s'occuper de culture sans se préoccuper de transmission. Transmettre, c'est partager, partager ses connaissances, partager ses expériences, partager ses réflexions. Et le 2e exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la maison d'édition En Toutes Lettres, qui a été fondée en 2012 par 2 anciens journalistes du journal hebdomadaire Hicham Houdaifa et Kenza Sirioui, et c'est une maison d'édition qui est née de leur volonté de produire et de diffuser au Maroc et à l'étranger des ouvrages de haute qualité intellectuelle et formelle, mais qui soient aussi accessibles vraiment au plus large public, que ce soit en français ou en arabe. Donc depuis qu'ils ont créé cette maison d'édition, ils ont édité et publié une quinzaine d'ouvrages et participé à plusieurs salons littéraires au Maroc ou à l'étranger. Donc là, vous avez une série de couvertures de leur collection Enquête, qui est une collection qui est dédiée au journalisme d'investigation et qui est à l'écoute de la société. Chaque livre éclaire une thématique et est basé sur une démarche, celle d'un travail de terrain pour aller à la rencontre de celles et ceux dont la voix peine à se faire entendre. Alors, comme ils le disent, c'est des livres pour inciter les citoyens à prendre part au débat public en connaissance des enjeux. Là, vous avez une autre série de couvertures d'ouvrages qu'ils ont publiés. Et on peut vraiment dire que c'est une maison d'édition dont les sujets sont au cœur des questions de société et de citoyenneté.
que ce soit en toutes lettres ou que ce soit l'exemple de l'usine que j'ai présenté tout à l'heure, et c'est aussi une caractéristique commune à la création culturelle actuelle, c'est qu'on est dans la valorisation d'une identité plurielle et de l'engagement citoyen. Alors, une identité plurielle, c'est qu'on est loin du carcan identitaire figé dans lequel on a voulu cantonner la culture dans les années 70, 80, 90. Là, on a une identité plurielle, contemporaine et qui correspond à l'ère du temps. On n'est pas non plus dans une opposition tradition, modernité, ou tradition, mondialisation, ou culture marocaine d'un côté, culture occidentale. On a vraiment une identité marocaine décomplexée et qui porte en elle aussi la volonté de porter un nouveau regard sur le patrimoine, de se réapproprier les arts traditionnels, de valoriser aussi toutes les composantes de l'identité marocaine, que ce soit l'identité amazigh, que ce soit le patrimoine judéo-marocain, et aussi de revisiter l'histoire nationale, ne pas être juste dans l'histoire officielle telle qu'elle a été enseignée ou telle qu'elle est encore enseignée. Alors aussi, il y a cette idée de valoriser l'engagement citoyen et de par ces actes, que ce soit les artistes ou les acteurs culturels qui sont sur le terrain, c'est d'être présent et actif au niveau de la vie citoyenne, de poser un acte citoyen et de parler des sujets qui fâchent, de parler des tabous. Et c'est quand on prend les paroles des groupes de musique ou les thématiques qui peuvent être traitées au sein de certaines pièces de théâtre, on voit vraiment qu'il y a la volonté de parler et de parler de la réalité, de dénoncer la situation économique et sociale, de dénoncer aussi le système politique et d'être dans des revendications et de mettre en lumière aussi des inégalités. Alors, à défaut de pouvoir revenir en détail sur chaque secteur de la culture, donc musique, design, artisanat, théâtre, cinéma, etc., j'ai fait un petit patchwork pour partager avec vous. Et puis, je pense que de par les couleurs, les signes, les mots, les images, on voit vraiment qu'on est dans une identité plurielle. Vous avez des affiches de films, par exemple Tinrir Jérusalem, les échos du Mleh. Vous avez l'autre film marocain juif des destins contrariés. Vous avez des artistes comme Foulen avec son Ribeb. Vous avez vous avez le groupe de musique Darga. Vous avez aussi là une création du designer Younes Duré. À gauche, vous avez aussi une photo d'une image de street art, un festival qui a lieu à Rabat. Là-bas dans le coin, vous voyez aussi une affiche du boulevard, festival Timitar. Donc c'est ça, par ces images, on voit, on peut mettre des mots sur cette dynamique culturelle. Alors ça, c'était la dynamique culturelle, on va dire, de ce qui se fait sur le terrain par les artistes et par les acteurs. Mais il y a aussi une dynamique qui vient d'en haut, du côté des pouvoirs publics. On a des grands chantiers culturels qui sont en route, il y en a qui sont aboutis et il y en a qui sont encore en travaux. Et en fait, ces grands chantiers culturels s'inscrivent dans une vaste politique de développement et de renforcement des infrastructures culturelles. Donc ce dont on a un peu parlé tout à l'heure, les histoires d'autoroutes, de réseaux ferroviaires, Tangemed, etc. Mais il y a eu aussi là, une prise de conscience qu'il fallait compléter ces mises à niveau urbaines par des projets culturels. Alors là, vous voyez à gauche le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain qui a été inauguré à Rabat en 2014 et qui a pour objectif, je cite, de créer les conditions de conservation et de diffusion du patrimoine artistique tout en encourageant la créativité et en œuvrant pour la démocratisation et l'épanouissement culturel. À droite, vous avez la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, donc à Rabat toujours, qui a été inaugurée en 2008 et là qui va fêter 10 ans d'activité. Et la préoccupation majeure de la bibliothèque est de valoriser et de diffuser le patrimoine national pour en faire un champ d'épanouissement de l'intelligence et du savoir ouverte sur le monde.
Là, j'ai repris vraiment les textes de présentation, comment ces institutions se présentent. Et l'enjeu central est de contribuer avec d'autres institutions et acteurs à l'édification d'un Maroc moderne et démocratique. Alors là, vous avez deux grands complexes culturels qui sont encore en projet. Celui de Casablanca, la fin des travaux est prévue pour octobre 2017. Alors là, il s'agit de gros complexes culturels, de projets architecturaux qui sont sur des budgets de beaucoup de millions de dirhams et qui réunissent une diversité d'acteurs publics qui sont le ministère de l'Intérieur, la wilaya, la commune, le conseil régional, mais comme vous le voyez, c'est situé entre l'axe Rabat-Casablanca essentiellement, et il faut les comprendre non pas juste dans un positionnement national avec une volonté de participer au développement de la scène culturelle marocaine, mais ça participe aussi à un positionnement au niveau continental, à l'échelle du continent africain, mais aussi un positionnement par rapport au monde arabe. Alors, ils se présentent eux-mêmes comme étant l'un des plus, par exemple pour celui de Casablanca, l'un des plus importants complexes culturels d'Afrique et du monde arabe, et faire de Casablanca une métropole, une capitale africaine de la culture et des arts. Alors là, vous avez vraiment le top du top des projets tels qu'ils sont conçus, mais qui sont conçus plus aussi par rapport à un positionnement au niveau de l'international. Alors, cette dynamique culturelle, rapidement, je voulais présenter avec des images, avec une vidéo, donc pour mettre en avant les initiatives indépendantes et alternatives, mettre en valeur aussi l'identité plurielle et l'engagement citoyen qui en ressortent, et puis présenter quand même les grands chantiers culturels, même si on peut être critique par rapport à ces grands chantiers. Alors, dans un monde idéal, ma présentation aurait pu s'arrêter ici et j'aurais pu aussi faire le choix de ne présenter que ces aspects qui mettent de l'avant le dynamisme culturel et faire abstraction des difficultés, mais ça aurait pas été fidèle à la réalité et ça n'aurait pas été non plus honnête vis-à-vis des artistes et des acteurs culturels qui se battent sur le terrain tous les jours et qui rencontrent quand même beaucoup de difficultés. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le public marocain, c'est-à-dire la société marocaine dans son ensemble. Donc, ne pas parler non plus des difficultés, ça ne serait pas honnête non plus vis-à-vis de la société marocaine dans son ensemble, dont toutes les composantes, de manière générale, n'ont pas forcément accès à toute cette dynamique. Donc, pour comprendre ces difficultés, il faut remettre, et ces contraintes, il faut remettre cette création culturelle, ce dynamisme culturel, dans le cadre de l'économie de la culture et comprendre les défis par ce biais-là. Alors, de la même manière que dont je n'ai pas fait une liste exhaustive de tous les exemples de bouillonnement culturel, je ne vais pas revenir sur tous les aspects qui démontreraient les grandes difficultés de la scène culturelle marocaine, mais je vais en nommer deux qui, à mon avis, me semblent majeurs et qui définissent l'économie de la culture marocaine. C'est-à-dire à deux niveaux, le fait que ce soit une économie de la culture qui est balbutiante et récente. Alors, pourquoi balbutiante? J'ai intégré ce schéma qui met le produit culturel en lien avec tous les maillons de la chaîne de la culture. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il faudrait que tous ces maillons, communication, distribution, formation, financement, infrastructure culturelle, consommation, production, création, etc., que tout ça soit suffisamment structuré pour assurer une pérennité et une durabilité de l'économie de la culture et pour que le produit culturel qu'on a là au centre puisse vivre et évoluer. Et c'est-à-dire surtout que les acteurs qui font ce dynamisme culturel puissent en vivre et qui puissent assurer une production régulière et honorable, mais aussi pour que le consommateur, c'est-à-dire le citoyen marocain, les citoyens marocains, puissent y avoir accès dans leur ensemble. Donc il faudrait que ces maillons soient suffisamment structurés et qu'ils interagissent entre eux pour qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la durée. Et pour exister de manière durable, il faudrait que le produit culturel puisse être consommé.
le produit culturel ne peut pas rester financé uniquement par le mécénat ou par le sponsoring dont il va rester dépendant. Il faudrait qu'il y ait une activité professionnelle rentable et stable. Or, au Maroc, on a une faiblesse de la consommation culturelle et donc un modèle économique fragile qui reste tributaire de ce modèle de ce mécénat. Alors, vous me direz, c'est aussi des défis que d'autres rencontrent, par exemple ici au Québec. Si vous discutez avec des artistes, des acteurs culturels, ils vont nommer aussi ces difficultés de pas suffisamment de subventions, difficultés pour les festivals de survivre, la difficulté aussi pour les artistes de ne vivre que de leur art. Mais il y a quand même une différence, c'est que les Québécois consomment quand même dans l'ensemble, ont les moyens de consommer le produit culturel, d'acheter un livre, d'acheter un CD, d'acheter une place de spectacle, etc. Donc, ils participent quand même à l'économie de la culture. Donc on voit que le niveau, le gap n'est pas exactement le même. Et si on revient un peu plus en arrière dans l'histoire, on peut avoir aussi des éléments de compréhension de ces difficultés-là. Alors, sans refaire toute l'histoire de la culture au Maroc, il y a une certaine perspective historique à avoir et qui permet de replacer les choses dans leur contexte. Parce que ce qu'on vit actuellement, si on le replace sur du long terme, ça reste relativement récent. C'est-à-dire qu'on peut parler de quelques années, voire de quelques décennies, alors qu'ailleurs, il y a des choses qui se sont inscrites dans la durée. Tout à l'heure, M. Sasson parlait justement de mettre les choses, de les voir dans du long terme. Mais c'est qu'ailleurs aussi, les choses se sont inscrites dans un processus de plusieurs siècles aussi, et dans un processus, on va dire, naturel. C'est-à-dire que les choses sont faites, si on regarde en France, il y a eu la Renaissance, siècle des Lumières, il y a eu toute une construction des politiques culturelles en phase avec la création culturelle qui s'inscrit dans cette démarche. Au Québec, on a eu la Révolution tranquille. Donc, on voit que les choses ont avancé de manière combinée. Alors qu'au Maroc, comme dans d'autres pays qui ont vécu la colonisation, il y a des choses qui ont été imposées et qui ont bousculé les sociétés. Et ça, on parle de dates qui ne sont pas si lointaines que ça. Alors, il y a trois moments historiques qu'on peut avoir en tête si on veut comprendre cette économie de la culture. C'est la question du protectorat et du chamboulement des rapports socio-économiques et culturels. Comment la colonisation a changé le regard des Marocains sur leur culture et sur leur identité, a introduit de nouvelles pratiques culturelles. Donc il a fallu aussi, après cette étape de la colonisation, pouvoir reconstruire des choses qui ont été déconstruites. Ensuite, il y a eu la phase qui a suivi l'indépendance, la construction de l'État-nation. Donc en 1956, quand le Maroc est indépendant, c'est sûr que la priorité n'est pas à la culture. On pense à d'autres choses, plus à la construction politique, économique, plutôt qu'à la culture. Et il faut attendre en fait 1974 pour que le premier ministère de la culture soit créé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la culture fait quand même peur. Tout ce qui est créativité, création artistique, ce n'est pas des choses qui étaient encouragées. Donc, les premières actions du ministère était beaucoup plus dans la conservation, la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel national. Et on était dans le divertissement et le folklore et on n'était pas dans l'encouragement à la création. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que petit à petit, dans les textes, il a été question de politique culturelle, de promotion et de soutien à la création artistique et que des fonds ont été débloqués par le ministère de la Culture. Donc pour vous donner un exemple, pendant les années 60-70, par exemple, sur l'année, il pouvait y avoir juste un film qui soit produit. Pour le livre, il a fallu attendre la fin des années 80, milieu des années 80, pour voir apparaître les premières maisons d'édition. Et pour la production théâtrale, il y avait en gros 3-4 pièces par an. C'est vraiment dans les années 2000 qu'on a été dans une ouverture politico-économique et dans tout un contexte de libéralisation. Et l'économie de la culture a été stimulée par l'ouverture qu'a connue le Maroc et par l'apparition de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs ont participé aux différents stades de l'économie de la culture dans son
a parlé tout à l'heure, la création, la formation, la production, etc. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus d'acteurs qui ont pu commencer à participer à cette économie. Et puis, ça a été aussi l'époque de la libéralisation des médias, Internet, les radios surtout, qui en 2006 ont permis aussi aux musiques, à toute cette création musicale d'être présente sur les ondes, et donc qui a permis aussi aux Marocains d'écouter, de prendre connaissance de toute cette création. Donc petit à petit, dans ce contexte aussi de mondialisation, ces nouveaux acteurs se sont associés à la gestion culturelle. Après, il y a eu aussi un enchaînement d'événements, une succession de dates qui a mené à l'explosion des festivals et au fait qu'on a commencé petit à petit à parler de Nagda comme je l'ai nommé au début de mon dernière intervention. Mais il faut aussi dire que ces enjeux-là, c'était des enjeux qui étaient aussi des enjeux internationaux, c'est-à-dire que c'était une période où il fallait vraiment donner une image du Maroc ouverte sur le monde, etc. Donc on a eu par exemple un budget de la culture qui a atteint en 2008 le montant de 60 millions de dirhams. En 2008, 2 fois plus qu'en 2003. Donc rien qu'en 5 ans, le budget du ministère de la Culture a été revu à la hausse. Les fonds du Centre cinématographique marocain, il a été multiplié par 2. Les fonds ont été multipliés par 2 aussi en 5 ans. Donc on voit que par ces chiffres, il y a eu une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics qu'il fallait être plus en soutien et donner des subventions, encourager la création, que ce soit par la production ou par aussi des festivals, avec les communes et les wilayas qui ont commencé à jouer un rôle plus important. Alors, je reviens à l'image que j'avais donnée au début. Pour conclure, quand on voit tout ça après ma petite présentation, il serait faux de dire... Ma conclusion ressemble un peu à celle qui a été faite juste avant moi. Ce que j'avais préparé, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il serait faux de dire que la scène culturelle marocaine se porte très très bien. Mais en même temps, il serait injuste de dire que rien ne se fait. Par contre, après l'euphorie de ces 15 dernières années, parce que jusqu'il y a quelques temps, on était vraiment dans une euphorie, tout un bouillonnement, mais à partir d'un moment, on a commencé à se poser des questions sur est-ce que tout ça allait durer. On voit en fait que on ne peut pas dire encore qu'on a une véritable économie de la culture qui permettrait aux artistes d'en vivre, mais on assiste plutôt à une mise à niveau. C'est le temps des mises à niveau, mais c'est le temps des mises à niveau comme on peut le voir dans beaucoup d'autres secteurs au Maroc, c'est-à-dire c'est les reconfigurations. Et on sent que le poids des bouleversements politiques, socio-économiques et culturels des dernières décennies pèse encore. Et on est encore à une étape où il faut remettre les pendules à l'heure en attendant que la classe moyenne, qu'on attend tous, puisse enfin émerger, consommer le produit culturel et jouer à son tour le rôle de locomotive.